Partant de ce constat d'accentuation de la ségrégation socio-spatiale par les migrations résidentielles, notamment sur les migrations visant à accéder à la propriété, nous avons voulu questionner les dispositifs qui, depuis de nombreuses années, tentent de remédier à cette ségrégation socio-spatiale et notamment le concept qui est au centre de celle-ci, donc le concept de mixité sociale. En effet, la mixité sociale occupe une place centrale dans les politiques de lutte contre la ségrégation, notamment en ce qui concerne le logement social. Et donc il nous est apparu pertinent d'étudier le système d'acteurs qui est en permanente interaction dans la mise en œuvre de ces politiques. Du coup, nous avions deux objectifs avec cette étude. D'abord, interroger le concept de mixité sociale, ses effets positifs, ce que la recherche en sciences sociales en a dit, et sa mise en œuvre dans les politiques nationales et locales. Et ensuite, analyser les politiques publiques et les pratiques d'acteurs du logement du territoire. Donc cette analyse, elle a été élaborée avec le soutien méthodologique de Johan Mio comme la première étude, et également de Fabien Desage, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille et spécialiste des politiques d'attribution dans le logement social. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le détail, il s'agit de partir d'une définition relativement simple de la mixité sociale pour bien cadrer notre propos, dont on peut retenir qu'elle désigne la cohabitation dans un même espace d'habitants issus de catégories sociales différentes. Donc on ne parle pas ici de mixité de genre ou d'autres types de mixité, c'est bien celle-là qui est entendue. Donc cette définition étant assez large, il convient dans une étude des représentations et des pratiques d'acteurs de se poser plusieurs questions. Donc quelle représentation ont les différents acteurs de la notion de mixité sociale? Dans quelle mesure ces représentations convergent-elles? Comment la notion de mixité sociale a été construite dans les politiques publiques françaises? Comment les acteurs essayent-ils de mettre en œuvre les politiques de mixité sociale? À quels freins peuvent-ils se heurter? Et enfin, quels effets peuvent avoir ces politiques sur la production de logements? Donc, en termes méthodologiques, nous nous sommes appuyés sur des ressources scientifiques, notamment issues des sciences sociales, ressources portant tant sur une échelle nationale que sur le territoire de la métropole. On s'est également basé sur des rapports d'évaluation, des documents administratifs, l'analyse de textes de loi et de dispositifs métropolitains, ainsi qu'un corpus de 19 entretiens semi-directifs avec des acteurs du logement de la métropole européenne de Lille, donc des agents de l'AMEL, des bailleurs sociaux, des communes, des acteurs du renouvellement urbain, ainsi que des promoteurs immobiliers. Donc premièrement, on peut remarquer et faire un rapide détour historique sur l'inscription de cette notion de mixité sociale dans les politiques publiques françaises et notamment brosser un tableau à partir de la loi Besson qui a consacré le droit au logement comme droit fondamental en 1990. Ensuite, la loi d'orientation sur la ville, au nom du droit à la ville, est venue concrétiser ce droit au logement en donnant un aspect programmatique avec l'obligation pour les EPCI de se doter d'un PLH et opérationnel au droit au logement, donc en rendant obligatoire la réalisation d'au moins 20% de logements sociaux pour les communes situées dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants. Ensuite, la loi SRU en 2000 est venue inscrire vraiment dans la loi l'expression de mixité sociale, quand avant on parlait de coexistence des différentes catégories sociales dans chaque agglomération. Cette loi vient renforcer l'ambition de la loi d'orientation sur la ville en l'appliquant à des agglomérations plus petites, de plus de 50 000 habitants, et en accompagnant les 20% de logements sociaux d'un mécanisme de contribution financière pour les communes qui en seraient déficitaires.
Donc on peut voir ensuite que la loi d'orientation sur la ville et la rénovation urbaine, dite loi Borloo, vient 3 ans plus tard intervenir sur un autre champ de l'action pour favoriser la mixité sociale, qui est d'intervenir directement sur la structure urbaine des quartiers les plus en difficulté. Donc par la démolition, reconstruction de 200 000 logements et la réhabilitation de 200 000 autres, le programme national de rénovation urbaine mis en place par cette loi prévoit la déconcentration du parc social dans les quartiers les plus en difficulté, notamment les grands ensembles. Ensuite, la loi ENL de 2006 vient donner un instrument réglementaire de plus pour favoriser l'inscription de la mixité sociale au sein des PLU par l'outil qui est les servitudes de mixité sociale. En 2007, donc, soit 17 ans après la loi Besson, qui avait consacré, rappelons-nous, le droit au logement comme droit fondamental, celui-ci devient opposable pour les personnes les plus démunies et hors du logement. Dans le même esprit que la loi Besson, la loi Moll ensuite vient en 2009 renforcer l'accès au logement pour les plus démunis et mettre en place un programme de renouvellement urbain dédié aux quartiers anciens, dont la traduction métropolitaine, vous le savez certainement, est le PMRCAD. Par ce programme, l'ANRU et le législateur s'ouvrent à l'intervention sur le parc privé, alors qu'il était auparavant cantonné au parc social. Donc on passe en 2014 ensuite, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite loi Lamy, poursuit la politique de démolition-reconstruction menée par l'ANRU lors du premier programme national de rénovation urbaine. Donc avec ce nouveau PNRU, il accentue sa politique de déconcentration de l'habitat social en interdisant les reconstructions, les reconstructions de logements sociaux sur les sites de leur démolition, ainsi qu'en incitant les acteurs au relogement des ménages à l'échelle intercommunale. Donc toujours en 2014, la loi ALUR entend apporter de la transparence dans l'attribution de la demande de logement social en créant le système national d'enregistrement et donc vient intervenir sur un autre pan pour favoriser la mixité sociale qui est les attributions de logement social. Donc dans cette lignée, en 2017, la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté continue à agir en faveur de la mixité sociale dans les attributions en imposant 25% des attributions qui sont hors QPV au premier quartile de ressources des ménages demandeurs, donc les ménages les plus modestes. Et enfin, en 2018, la loi Elan continue ce travail sur les attributions en prévoyant le passage de la gestion en stock des logements sociaux à la gestion en flux, dans le but de fluidifier notamment les rotations dans le parc social. Donc on voit bien dans cette évolution législative une institutionnalisation parallèle du droit au logement et de la notion de mixité sociale qui a nécessité une évolution de plus en plus fine du droit et des outils mis à disposition des acteurs pour la mettre en place sur 3 grands points. Donc la production de logements avec la loi SRU et la loi d'orientation sur la ville puis la loi SRU, les attributions de logements avec les dernières lois que l'on a pu évoquer, et le renouvellement urbain, donc avec les 2 programmes nationaux de rénovation urbaine. Donc au niveau métropolitain, on peut voir que ces 3 champs d'action se retrouvent dans les dispositifs locaux, notamment dans la production de logements neufs. En effet, le PLH de la MED impose depuis 2012 30% de logements sociaux dans chaque opération de logement, dont au moins 20% de PLAI. Elle s'attache aussi aux attributions de logements sociaux. En 2016, la Convention intercommunale d'équilibre territorial fixe des objectifs d'attribution communs aux différents acteurs du logement social qui prennent en compte à la fois les fragilités des quartiers et les ressources des ménages demandeurs. Et enfin, dans les projets de renouvellement urbain, la mixité sociale est aussi inscrite puisque les relogements issus des démolitions se font dans un cadre métropolitain et essayent de respecter au maximum les objectifs de l'assiette.
Donc on le voit, la mixité sociale est au centre de nombreux dispositifs publics et politiques publiques. Pourtant, la mixité sociale reste une notion floue et aux effets contestés. Il n'existe aucune définition précise et partagée de la notion. La première définition qu'on peut retrouver dans la loi, c'est en 2017, dans la loi Égalité et Citoyenneté, où on parle de 25% d'attribution hors des quartiers politiques de la ville pour les ménages appartenant au premier quartile de revenus des demandeurs. Donc on est sur un critère revenu. Et également, à la lecture des travaux de la recherche en sciences sociales, on constate qu'il n'y a pas de consensus autour des bienfaits de la mixité sociale. Donc voici quelques-unes des principales critiques formulées. La recherche en sciences sociales travaille sur ces questions depuis les années 1970, donc effectivement il y a énormément de travaux sur ces questions. Donc certains chercheurs, par différents travaux, ont mis en évidence l'existence et le maintien de distinctions et de rapports conflictuels entre les différentes catégories sociales au sein d'expériences menées au nom de la mixité sociale. Ils mettent en avant également l'impact limité de la mixité sociale sur le quotidien des habitants. Et puis certains chercheurs vont même jusqu'à interroger les objectifs de la mixité sociale en parlant plutôt de recherche d'invisibilisation de la pauvreté ou des concentrations ethniques. La question demeure, c'est pourquoi cherche-t-on à favoriser la mixité sociale, contre quels effets de quartier cherche-t-on à lutter. Donc, que nous dit la recherche? On peut se baser sur notamment les travaux de Marie-Hélène Baquet, qui met en évidence 4 dimensions dans les effets de quartier. Tout d'abord, la dimension physique. Effectivement, pour les habitants demeurés dans certains quartiers, peuvent avoir des effets physiques sur eux, comme par exemple sur leur santé. Il y a une dimension spatiale au fait de vivre dans certains quartiers. Donc l'isolement spatial peut par exemple freiner l'accès à l'emploi. Il y a une dimension institutionnelle à travers la qualité et la présence des services publics dans les quartiers. Et la 4e dimension, en fait, la seule variable qui relève réellement de l'effet de quartier lié à la concentration de la pauvreté, c'est la dimension sociale de l'effet de quartier, avec à la fois une dimension sociale qui peut être négative à travers un effet social pénalisant qui peut être sur la délinquance ou sur l'éducation à travers des influences de modèles de socialisation, ou des effets positifs de ces effets de quartier qui peuvent être une ressource en termes de réseau d'entraide et de solidarité. En tout cas, en termes de mixité sociale, il y a un point sur lequel la recherche trouve un consensus et met en évidence un intérêt, c'est la mixité sociale à l'échelle des établissements scolaires, et ceci sur 2 points, en termes d'intérêt pour la réussite scolaire et en termes d'intérêt pour la cohésion sociale. On a un consensus scientifique, donc vous lirez toutes les références dans l'étude que nous allons sortir. Il y a un consensus scientifique sur les effets délétères de la ségrégation scolaire sur les résultats scolaires, que ce soit à travers les effets de pair, la baisse des attentes. C'est notamment Agnès Van Zanten qui a très bien décrit ça. On constate aussi que globalement, les enfants issus de milieux populaires réussissent mieux scolairement au contact d'enfants de milieux plus favorisés, et que même à l'échelle de pays, en fait, on voit que dans les pays où la ségrégation scolaire est la plus faible, la réussite scolaire va être moins corrélée à l'origine sociale des parents, permettant plus de mobilité sociale, et que le niveau global des élèves est meilleur. Et ensuite, l'intérêt de la mixité sociale dans les établissements scolaires est aussi en termes de cohésion sociale, puisqu'on voit bien les effets négatifs de la ségrégation scolaire sur le climat dans certains établissements scolaires, et c'est documenté largement par la recherche, et qu'inversement, le contact entre enfants de milieux sociaux différents va favoriser la cohésion sociale et aider notamment à lever certaines barrières et handicaps sociaux que peut provoquer l'entre-soi dans certains quartiers, en l'absence certains établissements scolaires, en l'absence de mixité sociale. Donc merci Anne pour ce rapide état de l'art de la recherche sur la mixité sociale, dont on a vu que c'était un concept qui pouvait être flou et recouvrir différentes réalités. Et donc ce que l'on a voulu interroger, nous, à travers notre étude et notamment à travers les entretiens avec les acteurs, c'est quelle représentation en avaient les acteurs, et à quelles échelles et selon quelle représentation ils se la réappropriaient.
Donc on a pu distinguer dans les entretiens menés avec les acteurs 3 conceptions, 3 approches globales de la mixité sociale. Donc tout d'abord la mixité sociale exogène qui chercherait à faire de la mixité sociale par l'attraction des populations aisées dans les quartiers modestes, donc comme notamment l'ANRU essaye de faire à travers les programmes de rénovation urbaine. Et de l'autre côté, par l'installation de ménages modestes dans les territoires plus aisés, donc ce qui est notamment l'objectif de la loi SRU. La mixité sociale que l'on pourrait qualifier d'endogène, qui cherche à créer plutôt les conditions favorables au développement des quartiers populaires pour l'amélioration des conditions de vie socio-économiques de leurs habitants. Et une troisième conception qu'on pourrait nommer, même si le concept original renvoie à beaucoup plus de choses, une conception liée au droit à la ville qui serait plus orientée vers la possibilité ou la recherche de la possibilité pour tous les ménages de s'installer selon leurs souhaits et d'habiter n'importe quel quartier d'un territoire. Donc ces trois conceptions forment une typologie qui a été utilisée pour analyser l'appropriation par les acteurs des politiques visant à améliorer la mixité sociale. Donc au sein des acteurs rencontrés, on a pu distinguer 2 groupes d'acteurs qui se rejoignaient quant à leur conception de la mixité sociale. Tout d'abord, les communes historiquement peu dotées en logements sociaux, ainsi que les bailleurs sociaux présents sur leur territoire. Et d'un autre côté, les villes-centres de la métropole, avec le parc social le plus ancien et important, les acteurs du renouvellement urbain, ainsi que les bailleurs sociaux fortement impactés par les programmes de renouvellement urbain. Donc on va détailler les conceptions de ces 2 catégories d'acteurs, mais avant de le faire, il faut bien rappeler 2 choses, c'est que ces acteurs sont en constante interaction, ce qui fait qu'ils peuvent adapter leur vision en fonction des projets ou adopter une vision plutôt qu'une autre en fonction des projets, des interlocuteurs et des contextes territoriaux surtout, et qu'il existe une perméabilité entre ces représentations. Donc ce sont bien des schémas issus de la conception dominante qui est revenue le plus souvent en entretien avec ces acteurs que l'on va présenter. Cependant, elle n'est en aucun cas exclusive et systématique. Donc, tout d'abord, la conception des communes historiquement peu dotées en logements sociaux et les bailleurs sociaux présents sur le territoire s'articule surtout autour de la notion de bien vivre ensemble, c'est-à-dire de bonne cohabitation entre les voisins, notamment au niveau d'une résidence de logement social, qui serait vectrice de liens sociaux, d'entraide, de respect des espaces communs. Et donc ces communes, ces communes et les bailleurs sociaux présents sur leur territoire, comment elles essayent de mettre en place cette mixité. Ça passe notamment par une maîtrise fine des attributions pour un peuplement soi-disant équilibré des résidences. Donc ça peut passer par la rencontre d'énormément de candidats au logement social sur la commune avec les services communaux, etc. Donc cette conception inscrit de fait la mixité sociale à l'échelle de la résidence, donc il est très important qu'une mixité soit faite à l'échelle d'une résidence de logement social pour ces acteurs. Elle demande des liens étroits entre les communes et les bailleurs pour la formation de ce peuplement équilibré. Donc ces deux types d'acteurs ont des objectifs communs, donc on l'a dit, créer un peuplement équilibré et aussi développer le parc social dans la commune. On a souvent affaire à des communes qui sont en déficit par rapport à la loi SRU et qui sont dans l'obligation de développer leur parc social et qui se rejoignent sur ce point avec les bailleurs sociaux. Donc il y a une volonté de, en quelque sorte, bien intégrer le logement social dans la commune, ce qui inscrit la mixité sociale à l'échelle de la commune, parce que souvent est revenu dans les entretiens et dans les discours des acteurs que des représentations négatives de certains habitants sur le logement social, notamment sur ces formes urbaines et architecturales, pouvaient mettre en péril le développement du parc social.
Donc un des outils cités pour remédier à ce frein, c'est la construction via la VFA-HLM, qui consiste pour les bailleurs sociaux à acheter des logements directement issus de programmes immobiliers de promoteurs privés et qui permettent une relative invisibilisation du logement social dans la commune au niveau architectural notamment, et qui inscrit cette mixité sociale à l'échelle de l'îlot et du quartier. Donc on voit bien une diversité d'échelles d'application de cette commune, de cette notion. Cependant, les acteurs voyaient des injonctions contradictoires entre les objectifs de mixité sociale prônés par la loi et les objectifs et les procédures liées au droit au logement opposable. Et également, un des freins à cette mixité sont les relogements liés au programme de renouvellement urbain qui, pour leur nombre et l'adaptation des ménages, des caractéristiques des ménages au territoire en termes de besoins de services publics, peuvent créer un frein à cette mobilité. Maintenant, voyons plutôt la conception de la mixité sociale des villes-centres, acteurs de renouvellement urbain et des bailleurs sociaux, fortement impactés par les programmes de renouvellement urbain. Donc là, on a plus une conception qui s'articule autour de l'accès pour tous les ménages à tous les quartiers de la métropole, donc qui relève plus du droit à la ville selon la typologie explicitée tout à l'heure, quand les premiers acteurs étaient plus sur une approche liée à la mixité exogène. Cependant, on l'a dit, ces conceptions s'entremêlent. Donc dans cet objectif, on peut classer différents sous-objectifs. Tout d'abord, attirer des ménages plus aisés dans les QPV, comme on l'entend faire les politiques de renouvellement urbain. Donc dès lors, on voit bien que cette vision s'inscrit à l'échelle du territoire métropolitain, dans un objectif de rééquilibrage territorial, où un des principaux instruments est l'attractivité, l'amélioration de l'attractivité des QPV, donc avec la construction d'équipements métropolitains dans les quartiers prioritaires, l'amélioration des espaces publics, la rénovation de logements et bien d'autres actions. Donc on voit bien aussi que ça s'inscrit à l'échelle du quartier. Pour attirer des ménages plus aisés dans les QPV, la diversification de l'offre de logement est aussi importante pour créer une offre correspondant à la demande de ces ménages. Le deuxième sous-objectif de ces acteurs est aussi de donner les moyens de partir pour les ménages qui auraient envie de quitter leur quartier. Donc ça rentre dans l'objectif commun de respecter les choix résidentiels des ménages. Donc un des outils principaux utilisés pour ça est le rééquilibrage du parc social sur la commune et aussi à l'échelle de la métropole. Voilà. Un autre outil utilisé, c'est plus une pratique, c'est de favoriser la mobilité vers les autres quartiers de la métropole. Donc ça, on l'a dit, il y a plusieurs outils dédiés à ça. L'assiette, les groupes de suivi de peuplement, l'accompagnement à la mobilité que peuvent faire certaines communes ou certains bailleurs pour des ménages voulant s'installer sur d'autres communes. Cependant, ces acteurs ont évoqué des freins dans cette recherche de mobilité pour les ménages, notamment une coopération interbailleurs et intercommunale insuffisante qu'on a pu voir avec les communes tout à l'heure qui voient dans le nombre de ménages à reloger un problème, notamment en termes de nombre de logements à leur donner. Donc on peut voir que cette coopération interbailleurs et intercommunale insuffisante rentre en contradiction avec l'objectif de respecter au mieux les choix résidentiels des ménages. Donner les moyens de partir, c'est aussi pour ces acteurs fournir un accompagnement social post-relogement dans le nouveau territoire, la nouvelle commune où s'installent ces ménages. Et donc là aussi, les politiques sociales hétérogènes entre les communes de la métropole peuvent constituer un frein à cette mobilité. Plus largement, ces acteurs ont évoqué la difficulté de faire le bonheur des gens contre leur gré, et donc en quelque sorte le travers de ces politiques à vouloir faire installer des ménages loin de leur quartier.
Enfin, le troisième sous-objectif qui est revenu dans ces entretiens, c'est de donner l'envie de rester aux ménages qui habitent ces quartiers-là. Donc ça passe par l'objectif commun qui est de faire des quartiers populaires qui vivent bien. C'est quelque chose qui est revenu souvent dans les entretiens. Et notamment et ça passe notamment par faire des relogements sur la commune ou le site, ce qui peut être rendu compliqué, on l'a vu par la loi, et qui vient contre les objectifs de rééquilibrage territorial. Donc ces deux visions entraînent une dualisation, alimentent en tout cas une dualisation du parc social métropolitain entre le parc social des communes qui en étaient historiquement peu dotés, avec un parc social plutôt récent et donc souvent plus onéreux, dans des territoires parfois moins dotés en services et politiques sociales et moins bien desservis en transport en commun. Quand les grands quartiers d'habitat social et le parc social historique offrent des logements plutôt anciens, aux loyers moins chers, avec une proximité des pôles d'emploi et une forte présence des transports en commun et des services publics et sociaux. Cette dualisation du parc social peut entraîner des freins à la mobilité des ménages les plus modestes. En effet, cet effet de structure du parc social que l'on vient d'évoquer peut rendre difficilement accessible pour des ménages les plus modestes le parc social le plus récent et dans les communes qui en sont le moins dotées. La volonté des communes également, que l'on a vu, de préserver un peuplement équilibré dans la résidence de logement social peut constituer une entrave aux mobilités intercommunales. Donc on peut citer à ce titre le rôle important des communes dans le processus d'attribution des logements, notamment la voix prépondérante du maire en commission d'attribution de logements qui est consacrée par la loi, l'objectif de mixité sociale et de ce peuplement équilibré qui peut venir entraver et qui veut contrer une concentration par exemple de ménages modestes dans une même résidence, et également des phénomènes de préférence communale qui ont été observés notamment par Fabien Desage dans ses travaux, qui montrent qu'à dossier égal, un ménage issu de la commune va possiblement être favorisé par rapport à un ménage d'une autre commune. Enfin, les relogements issus des démolitions des projets de renouvellement urbain ont souvent été qualifiés comme difficiles par ces acteurs, du fait de la coopération intercommunale et interbailleurs limitée, de la volonté des ménages de conserver leurs réseaux familiaux, sociaux et de solidarité dans leur quartier, ainsi que du coup qui débouche dans une demande de relogement dans le quartier ou à proximité et un attachement au quartier. Enfin, donc le dernier point que nous avons voulu aborder, c'est que poser la question de la mixité sociale, c'est en filigrane poser celle de la production de logements, et notamment des logements les plus abordables. Donc quelles interactions entre les politiques de mixité sociale et la production de logements abordables peut-on repérer, et quels peuvent être les impacts de ces politiques sur les marchés immobiliers. Donc on a pu observer trois interactions principales. D'abord, le développement de la VFA HLM dans les manières de construire le logement social. Donc on va commencer par ça tout d'abord. Donc la VFA HLM, vente en futur d'état d'achèvement aux bailleurs sociaux, désigne le fait pour un bailleur social d'acheter sur plan une partie des logements d'une opération immobilière construite par un promoteur immobilier. Donc ces logements sont ensuite gérés par le bailleur social de manière classique. Donc on peut dire qu'en imposant la présence de 30% de logements sociaux dans chaque opération de logement, le PLH participe à développer ce mode de faire le logement social. Donc c'est un mode de construire le logement social qui a beaucoup évolué, qui depuis la crise financière de 2008 s'est beaucoup développé et a connu un développement assez impressionnant puisqu'il est passé de 3% en 2007 à plus de 50% aujourd'hui. Donc on va voir
les avantages et les inconvénients de ce mode de faire. La VFA HLM constitue une pratique avantageuse, en effet, puisqu'elle permet de produire un nombre important de logements sociaux, notamment dans les territoires peu dotés, en ce qu'elle permet, on l'a dit, une invisibilisation du logement social dans la commune, et elle permet aussi de lever les freins de certains bailleurs à entrer sur certaines communes, notamment le prix du foncier, qui empêche certains bailleurs sociaux de construire en maîtrise d'ouvrage propre des logements. Et aussi, elle réorganise l'action des bailleurs sociaux qui peuvent plus se concentrer sur des actions d'accompagnement social des ménages qui devient, selon les acteurs rencontrés, une question de plus en plus prégnante dans leur action quotidienne. Cependant, la VFA HLM pose néanmoins quelques questions. Anne-Laure Jourdeuil, qui est une architecte urbaniste et chercheuse spécialiste de la VFA HLM, ainsi que d'autres observateurs dont on a pu lire les travaux, pointe quelques effets qui posent question quant au développement de ce mode de faire. Donc nous avons essayé de synthétiser les différentes critiques qui ont été faites dans le monde de la recherche. Donc tout d'abord, c'est qu'elle modifie les façons de produire le logement social en termes constructifs, puisque les bailleurs sociaux construisent davantage dans une optique de durabilité, quand les promoteurs ont plus tendance à mettre l'accent sur les qualités liées à la commercialisation de leurs opérations, donc notamment avec une forte mise en avant des espaces extérieurs, du marketing, etc. On peut aussi pointer une hybridation des pratiques constructives qui sont souvent à des promoteurs immobiliers, avec un risque de perte progressive des compétences de la maîtrise d'ouvrage chez les bailleurs sociaux, alors qu'elles constituaient une part importante de leur identité dans le mouvement HLM français. Elle peut induire également un renforcement des logiques de marché dans la production du logement social, avec un renforcement de la logique de dualisation du parc social, et notamment par une mise en concurrence des bailleurs pour l'achat de ces logements, les promoteurs immobiliers vendant au plus offrant, si on peut le ça. Et le dernier aspect, dernier effet de cette VFA HLM, c'est la hausse du prix de la partie privée de ces opérations, parce qu'en vendant à moindre coût, souvent en dessous du prix de marché aux bailleurs sociaux, les promoteurs reportent une partie du manque à gagner sur la partie privée. Donc ça nous amène à voir la deuxième la caractéristique du marché privé du neuf, qui est la prédominance des investissements locatifs sur le marché privé du neuf. Donc les ventes à investisseurs représentent 60% des ventes neuves sur le territoire du SCOT, selon l'Observatoire de la HLM oriente les ventes neuves vers les investisseurs. Comme on peut le voir sur ce schéma, le fait que la VFA HLM participe à une tendance à la hausse du prix des logements privés font que c'est plus dur pour les acquéreurs occupants d'acquérir dans le neuf, et que les dispositifs d'incitif permettent aux investisseurs, par contre, de supporter le surcoût engendré. Enfin, l'avant-dernier point est que le centre métropolitain, concernant ces investissements locatifs, est un territoire très attractif, au vu de sa relative accessibilité en termes de prix d'accession par rapport aux autres métropoles françaises, et au vu également des loyers relativement hauts pratiqués sur la métropole, surtout sur les petites typologies. On peut voir que la métropole européenne de Lille est parmi les plus hautes, et surtout pour les T1. Et donc ce qui fait passer Lille pour comme le dit ce promoteur immobilier, une ville à la rentabilité théorique séduisante pour les investisseurs qui peuvent venir non seulement de la région, mais plus globalement de tout le territoire national.
Et donc, troisième et dernier point, concernant la production de logements, voilà un petit éclairage sur la difficulté de construire du logement en PLAI, donc le logement avec les loyers les plus bas pour les ménages les plus modestes. On constate globalement un déficit de ces logements sur le territoire du SCOT au regard des besoins des ménages modestes qui demeurent très importants. Un déficit qui a pu être renforcé ces dernières années par les démolitions issues des programmes de renouvellement urbain qui concernent majoritairement le parc ancien et le plus abordable, et des conditions difficiles de développement de ces logements. Alors le PLH prévoit l'obligation de construire 6% de PLAI dans chaque opération immobilière, puisque c'est 20% des 30% de logements sociaux. Ceci, voilà, dans le cadre d'un foncier qui reste cher et limité dans la métropole lilloise. Et quand on constate aussi globalement à l'échelle nationale une baisse constante des subventions accordées au mouvement HLM et des subventions accordées sur ce type de logement. Je laisse Benjamin conclure et ensuite vous pourrez poser quelques questions. Voilà, au-delà de la mixité sociale, ces rencontres et ces entretiens avec les acteurs du territoire ont permis d'identifier d'autres enjeux qui seraient peut-être plus à même de servir le vivre ensemble au sein du territoire. Donc ce sont des enjeux assez larges, mais notamment qui ont été soulevés avec force souvent par les acteurs, notamment la volonté de permettre la mobilité de tous les ménages sur l'ensemble des territoires, qui questionnent l'hétérogénéité des politiques sociales entre les communes. On a vu que ça pouvait être un frein à l'installation des ménages, notamment les plus modestes, sur des communes plus aisées. Également le financement, la présence de la métropole dans le processus de production et d'attribution des logements sociaux, la politique de renouvellement urbain qui selon les acteurs, devrait s'articuler sur ces deux pans, donner l'envie de rester pour les ménages qui y sont et donner les moyens de partir pour les ménages des quartiers ciblés pour faire un renouvellement urbain qui soit vraiment orienté vers les habitants du territoire et non vers les populations qu'on aimerait attirer. Et la maîtrise foncière, qui est une dimension essentielle de la lutte contre la hausse des prix du logement. Et un dernier point qui a été abordé souvent avec les acteurs et qui pourrait permettre peut-être d'ouvrir le débat, c'est l'accession abordable pérenne, qui est un véritable enjeu sur la métropole, comme on a pu le voir avec les ménages qui quittent le SCOT pour accéder à la propriété dans des territoires limitrophes, donc qui est un enjeu primordial pour les politiques métropolitaines de l'habitat, qui s'en sont déjà bien saisies avec la constitution de l'office foncier, foncier solidaire, pardon, et la conclusion des premières opérations en bail réel solidaire sur la métropole. Voilà, merci beaucoup de votre attention.